Et je vous redis bonsoir, et je vous remercie d'être présent, et je remercie particulièrement Anne d'être là, parce que c'est l'occasion de découvrir, ou de redécouvrir, en tout cas d'entendre ce soir, les mots s'incarner, et les mots sont issus d'un roman qui est paru il n'y a pas très longtemps chez Quidam, et qui s'appelle Rouge encore du baiser de la reine. Voilà ce qu'on va entendre ce soir. Du coup, je voulais te poser déjà une petite question, Anne. Je voulais savoir, alors, pour donner un peu le ton, je vais lire un tout premier extrait. C'est histoire de vous situer un petit peu, pour vous donner quelques repères, pour vous indiquer la façon dont le roman est conçu. Voilà. C'est une note au lecteur qui est insérée au début du roman, pas au tout début, mais au début. Je vais la retrouver. Et voici ce que René Nanac, historien, professeur honoraire à l'université Paris 1, membre émérite de l'Institut d'histoire et de civilisation de Byzance au Collège de France, dit de ce qui va constituer le roman. Donc au lecteur. Ces 20 feuilles auraient été écrites il y a presque 10 siècles, en 1054, par un eunuque nain nommé Nicétas. Elles s'adressent au célèbre polygraphe byzantin du XIe siècle, Michel Psellos. Les deux hommes auraient séjourné ensemble dans un monastère du mont Olympe, en Bithynie, en novembre et décembre 1054, au moment où Psellos, tombé en disgrâce à la cour, est obligé de faire sa confession de foi. L'influence de ces feuilles, écrites par Nicétas, sur le travail de Michel Psellos, les discours sur la beauté de la nature écrits au monastère notamment, mais aussi et surtout sa chronographie, qui fourmille de détails sur l'impératrice Zoé Porphyrogénète et ses amours tumultueuses, est à mon avis tout à fait indéniable. Nulle part ailleurs, cependant, on ne trouve trace de ce mystérieux eunuque, moine panthéiste. Voilà. Donc on a affaire en fait à un document d'archives, finalement. Qu'est-ce que c'est du coup, Rouge encore du baiser de la reine? Comment on pourrait... Oui, c'est un vrai faux document, je ne sais pas comment le définir. En tout cas, tu as raison, c'était une volonté de ne pas mettre ce texte au tout début du roman, pour commencer avec la voix du personnage, vraiment, qui a une voix particulière, mais il y avait tellement de choses pour le lecteur. D'abord la particularité donc, du personnage, qui a une manière de s'exprimer qui lui est propre, et puis tout un cadre historique, donc Byzance au XIe siècle, donc il fallait donner des clés quand même, parce que sinon ça faisait vraiment beaucoup. Et d'où cette adresse au lecteur. Après, il y a vraiment plein de gens qui m'ont dit « mais René Nanac, il existe vraiment, c'est un historien ». Donc ils ont mis longtemps à comprendre que René Nanac, Anne Carène, c'était peut-être la même personne, et que c'était une manière un peu sérieuse comme ça et drôle de donner ces clés quand même, parce que c'est important. Tout ça pour dire que tout est vrai dans le roman quand même, c'est hyper documenté, j'avais qu'une trouille au début, c'était de dire n'importe quoi. J'ai mis très longtemps avant de trouver la liberté d'écrire vraiment ce que j'avais envie d'écrire, parce que cette histoire je l'avais depuis très longtemps. Je l'avais en fait depuis 25 ans, puisque Zoé s'appelle Zoé, que ma fille, et que la princesse Zoé Porphyrogénète, donc c'est son vrai nom, c'est le même nom, et j'ai découvert son histoire en quelques lignes dans un vieux dictionnaire Larousse, en cherchant un prénom pour mon premier enfant. Et ce qui m'a donné cette liberté, c'est le personnage de Nicétas, parce que tout est vrai dans le roman, sauf lui. C'est pour ça qu'il y a cette petite phrase un peu en disant, voilà, on retrouve de traces nulle part ailleurs, évidemment. C'est un nain, eunuque, moine. Voilà. Après... ça fait beaucoup quand même là. Oui, ça fait beaucoup, mais pourquoi pas, enfin, tout est possible. Et puis lui, il m'a vraiment donné une liberté que je me
je me donnais pas moi-même en fait. Il m'a permis de trouver ma voix, sa voix à lui m'a donné, parce qu'à chaque fois que je trouvais quelque chose et que j'écrivais, je me disais oh là là quand même, et puis je me disais mais je m'en fiche, c'est lui en fait, c'est pas moi. Donc ça c'était vraiment très très fort, le personnage, il est arrivé avec sa voix pour raconter une histoire que j'avais déjà. Et qui est une vraie histoire, parce que tout est vrai, vraiment, ça c'est un bel instrument littéraire, quoi. C'est un beau bateau dans lequel monter, en tout cas pour suivre ce fil qui t'habitait justement. Et c'est la meilleure introduction possible pour commencer cette lecture. Du coup, je vous propose de découvrir la voix de Nicétas. Et on va reprendre depuis le début. Le 8e jour du 3e mois de la 7e indication. L'an 6563. Orthros. Synaxe des archistratèges de la milice céleste, Michel et Gabriel, et d'autres puissances célestes incorporelles. Tu es un ange du ciel, disait ma nourrice. Tu es né pour chanter les louanges des chérubins. Je ne suis de fait ni un homme ni une femme. N'ai jamais été ni un garçon ni une fille. Je n'ai pas de verge souple qui frappe mes cuisses au rythme de mes pas sous ma tunique quand je marche, qui s'érige dure et droite à d'autres moments pour viser le ciel. Pas de fente béante où fourrer mes doigts, ou quoi que ce soit. J'ai 2 orifices voués aux déjections, un petit trou qui s'équipe d'une fine gouttière d'argent pour l'urine, un plus large pour les matières fécales, comme toi. Pas de poils, un pubis doux et plissé, un double menton glabre, une peau d'ivoire polie, les petits seins embryons de poire d'une adolescente, les fesses épaisses d'une matrone trop gourmande de sucreries, les lèvres bien dessinées, pourpres et charnues, comme l'intimité macérée du mollusque qu'on appelle murex. Sais-tu que la teinte d'un seul manteau nécessite 12 000 de ces coquillages? Les yeux grands, gros et ronds, comme les grains des grappes de raisin géants qui pendaient à la treille du jardin du palais sacré quand nous l'avons quitté. Les yeux à fleur de tête comme ceux des carpes de 100 ans de la citerne basilique. Bouffon bouffi, gras et petit, grenouille à grande bouche, suis-je laid? J'ai atteint un âge en un lieu où la question ne peut plus guère me préoccuper. Nu, je suis sorti du ventre de ma mère, inconnu, et nu, je retournerai à la terre. Nu, lisse et sans sexe, eunuque depuis ma plus tendre enfance. Eunuque et nain. Mes bras cependant et mes jambes aussi ont toujours semblé immenses par rapport au reste de mon corps, comme si mon tronc était resté prisonnier d'une cage dont mes rameaux seuls se seraient échappés pour continuer à croître en liberté. Au bout de mes bras, mes mains sont très belles, très fines, 2 fleurs d'une infinie douceur. Au bout de mes jambes, mes mollets de coq sont attachés par de fines chevilles à mes pieds de nymphe.
Chacun de mes orteils a un nom secret que je ne peux te révéler. Ma voix d'enfant m'est restée. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours chanté. Mon petit merle, ma mésange, mon serein, ma tourterelle, répétait ma nourrice. Elle m'encourageait sans cesse à babiller, cependant qu'elle aussi chantonnait toute la journée. Elle était si grosse que c'est à peine si elle pouvait déplacer la masse de son corps. Mais elle modulait si bien les sons, du soupir au cri, sa voix s'envolait si pure et si haut, que quiconque l'écoutait en était immédiatement bouleversé. Au commencement était le chant. J'ai chanté avant de savoir parler. Mes trilles d'oisillons balbutiants s'échappaient dans le prolongement de mon souffle. L'impression de creuser le ciel avec ma voix, d'avaler les nuages comme une libellule folle. Les frissons à mesure que mes improvisations gagnaient en motif et en puissance. Toujours un grand sourire sur mon visage de pleine lune, le goût, la jubilation de la vie. Né sous le double signe de Jupiter et de Vénus, je suis une éponge de mer gorgée d'extase et d'amour. Oui, j'ai aimé, j'ai joui et j'aime et jouis encore toujours. Que ceux qui s'en étonnent ou qui se moquent soient changés en âne, car l'amour est à tous. Qui se vantera d'en avoir percé le mystère? L'amour est ce qui s'invente jour après jour, avec lenteur, volupté. Sans amour, pas de lumière. Sans lumière, pas de vie. Et n'y a-t-il pas mille amours? L'amour n'est pas le mariage, contrat passé entre deux êtres pour qu'ils s'admirent l'un dans l'autre en miroir et se prolongent en progéniture. L'amour n'est pas le coït, piqûre de la chair dans la chair, frottement compulsif, éphémère, qui soulage et fait dormir. L'amour est l'eau de l'assoiffé, la couvée abandonnée pour le chat sauvage en maraude, le clair soleil échevelé qui déborde soudain de la montagne au matin pour envahir la vallée. J'ai étudié la musique, l'orthographe, la calligraphie. Chez toi, grappillé un peu de rhétorique et de philosophie. Mais ce que j'ai appris de plus utile et de plus vrai dans la vie, c'est qu'amour et plaisir sont aussi nécessaires que mystérieux et infinis. Les Grès se partageaient un œil et une dent pour trois. Gérion avait 3 corps, l'hydre 3 fois 3 têtes de serpents sifflants. Au pays des monstres, j'ai un secret. Des verges dressées, j'en ai partout. Je possède une armée de 1000 cyclopes en émoi que j'ai le pouvoir de placer où bon me semble, ici ou là, au bout de mon nez qui aspire la rosée, sous la pulpe de mes doigts qui effleure les enveloppes glutineuses des dernières noisettes, au creux de mon cou où s'accumule la chaleur des premiers rayons, sur mon genou d'où la douleur a disparu, sous mon sacrum, content de son contact avec le bois du banc, dans mes cheveux
qu'un insecte turbulent explore en survolant. Dans mon estomac, quand la bouillie d'avoine à l'anis l'a comblé. En nourrir plusieurs n'empêche en rien de rester fidèle à ses amours. Ma nourrice disait qu'un grand cœur n'a jamais fini de grandir. Nos chats savaient bien que chacun aurait sa part de caresses et de sardines. Même Barfos, vieux, aveugle et malade, qui survécut d'heure en heure en vacillant de 15 à 17 ans, sans jamais se plaindre. Est-ce parce que ma nourrice m'a tant aimée que j'ai tant d'amour à partager? Que je connais ceux que j'aime mieux que moi-même? Que rien n'est plus important pour moi que leur désir? Que je vibre à chacun de leurs soupirs? Mes amours me le rendent par le talion, œil pour œil, âme pour âme, plaisir pour plaisir, puisque ce sont eux qui me donnent à chanter. Ma reine humecte mes lèvres de la rosée de ses baisers, escamote tendrement les bourgeons de mes poings dans le calice de ses mains, pose sa tête au creux de ma poitrine pour présider au grondement des mots en train de naître, berce ma barque dans ses grands bras blancs. Elle m'enfile ses précieuses tuniques de soie, si fluides, si légères. Celle qu'elle préfère décline tous les tons de bleu et de vert, le ciel et la mer, le végétal et le minéral, le sombre et le clair. Elle habille mes doigts de ses bagues, mes poignets de ses bracelets, mon cou de ses colliers de perles, richesse. Elle m'allonge, m'admire, s'allonge à son tour, regarde les nuages qui passent, les étoiles qui scintillent, se tait. Elle aime surtout rêver, ne rien faire. Être belle lui semble assez. La plus subtile des substances, la quintessence, prodige. Sais-tu qu'elle n'a jamais su ni coudre, ni tisser? Nous avons vécu 3 belles et folles années sans aucune autre occupation qu'elle-même. Son corps restait jeune, lisse et ferme, fleuron, baigné, massé, enduit de crème de lait et d'huile douce parfumée, objet de nos soins constamment renouvelés. Ô blancheur de sa peau! Ses bras embaumaient le nard, ses jambes comme des colonnes de marbre, ses cheveux d'or rutilants. Je suivais fasciné leur après, frisé sur le front, retenu par des peignes d'ivoire, des bandeaux de soie, raies au milieu, cascade de boucles sur les oreilles. Son corps était un temple qui célébrait inlassablement sa gloire. As-tu déjà connu pareille ferveur, mon frère aimé, goûté aux fruits défendus avec autant d'intensité? « 13e jour du 3e mois de la 7e indiction, l'an 6563, Mésonicton. Saint Jean Chrysostome. Tapis tout au fond d'une tanière humide et sombre, toujours caché, farouche le jour et la nuit affamé, aveugle, sourd, moulu par le poids des ans et des ombres, sans ses griffes émoussées, voit son sang sans sève figé, pauvre créature abandonnée qui geint et veut jouer. Pas de soupir, pas de sourire, jamais une promesse. Qui se frayera un chemin jusqu'à ce reclus consacré? Qui le fera frissonner sous les baisers, sous les caresses? Ton animal de compagnie, fille de Porphyre, s'ennuie. Parfum de fruits blés trop haut perché pour être cueilli. Fleurs d'acanthe au vase oublié, rancie dans son jus pourri.
précieuse étoffe, douce peau sans piment ni fumet, fourrure soyeuse, jamais tannée, jamais martelée, astre luisant dans le noir des nuits, brandon endormi, suave rossignol, beau merle, oiseau de paradis, gracieux bourgeon scellé que le printemps a oublié, quand pourras-tu t'envoler? Quand donc vas-tu te réveiller? Ton animal de compagnie, fille de Porphyre, frémit. Quand, après 50 lentes années de vie solitaire, au fond de sa tanière, l'animal est découvert, le voilà phénix qui prend feu, s'élève fou dans les airs, enfle, envahit tout l'espace, s'empare de ta chair, la pique, titille, l'excite, la harcèle sans cesse. Bête rapace, dragon en chasse, voilà qu'il se dresse. Monstre sanguinaire sans plus retenue ni pitié, lui qui a trop attendu, le voilà goulu et pressé. Ton animal de compagnie, fille de Porphyre, revit. Tour à tour folâtre, cruel, câlin, féroce requin. Ton corps, ta vie, sont de l'animal les esclaves soumis. Grimace, menace, soupir, cri, le palais retentit de pas vains. Mains de momie, lèvres ouvertes, bras étreints. Tes seins flétris sont des coussins de miel. Ta peau moirée sent la myrrhe et l'encens. Les étoiles de tes yeux bruns brûlent la rivière d'or de tes cheveux déliés. Écume de suc, le dur désir de t'unir te tient. Ton animal de compagnie, fille de Porphyre, jouit. Que l'animal dans l'animal, princesse en parure d'amour, gazouille, jubile, râle, qu'il prenne plaisir à son tour. Quatre jours sans te voir, sans te croiser dans les couloirs, sans pouvoir t'épier. Je t'ai cherché à la bibliothèque, au scriptorium, au réfectoire. Mes yeux avaient faim de toi. À l'unisson du déluge déversé tous ces jours derniers par les nuages noirs du ciel, mon désespoir. J'ai pensé que jamais je ne te reverrais. Tu n'étais plus là. Que faisais-tu? Que faisais-je dans ce monastère sans toi? Frère 3 fois regretté, j'ai supplié la Vierge, les anges et tous les saints de prier avec moi pour ton retour. Exaucé, hier soir enfin, en déposant les légumes pour les pauvres à la porte du monastère, j'ai appris par le vieux frère Athanas que tu étais parti assister au mariage de ton ami, le neveu du patriarche Kéroularios, en plein carême. Sacrilège, hérésie. Alors j'ai englouti mon saint bouillon et dévoré mes lentilles, prié avec ferveur et chanté de tout mon cœur, coupé du bois à me déchirer les paumes des mains et dormi enfin comme un enfant jusque maintenant. Tu seras de retour aujourd'hui, aujourd'hui même, pour la divine liturgie de la fête de la Mère de Dieu au temple. Comme je suis heureux. Alléluia. La nuit lapidée de pluie va céder la place à un jour luisant. Chaque brin d'herbe brandira sa goutte de cristal crochetée comme une perle. Le bois des treilles fumera alors du soleil. Frelons, papillons et abeilles se disputeront les grains rouillés sur les squelettes des grappes desséchées. Un sillon de brume serpente déjà à l'abordage de la montagne. J'entends le merle dans le laurier à cerises. Voici le grand assaut d'amour matinal. Je suis comme l'araignée qui tisse sa toile en silence sous la voûte de mon sanctuaire. Lettre après lettre, feuille après feuille, j'utilise ma salive pour construire un pont en équilibre au-dessus du vide. Le vent balance doucement ma voix d'encre. J'attends mes proies, les mots de mon histoire pour toi.
une partie de moi était restée avec le Saint-Corps de ma reine en sa tombe. Et ma première idée a bien sûr été de rejoindre cette douce Eurydice ridée, me faire un trou dans la terre près d'elle, trouver où attendre la mort à mon tour. Dans un état second, comme le hanneton étourdi, je me suis enfoncée à tâtons dans l'escalier visqueux de la citerne basilique, énorme matrice moite. Les carpes centenaires aux yeux écarquillés y grouillaient tempées, oranges et blanches, lilas, lit de vin, troupeau d'écailles, amies bienveillantes en côtes de mailles brillantes. Ils ont gobé mes larmes avec bonheur. Leurs bouches m'envoyaient en échange des baisers qui éclataient par salves en petites bulles mouillées au-dessus de leurs moustaches. Dans le ventre de la ville, des villes gargouillant, glou-glou de mes pleurs engloutis par la mer souterraine, chants tremblotant dans la pénombre, échos chevrottants, espace de refuge, consolation qui résonnait comme le tambourin, la harpe mélodieuse, le luth à 10 cordes, résurrection de la luciole exsangue. Réjouis-toi, car la joie par toi resplendira. Réjouis-toi, montagne inaccessible à la pensée des hommes. Réjouis-toi, abîme insondable même aux yeux des anges. Réjouis-toi, étoile qui annonce le lever du soleil. Nuit, jour, et c'est un soir, et c'est un matin. C'est un nouveau jour sous un autre ciel. Je ne sais comment je suis sortie de la citerne. Je me souviens de la chaleur, de la lumière d'un matin de juin, du goût d'une orange, d'une mésange venue se poser près de moi, bouger son bec, tourner sa tête, rouler son œil rond. Visite qui m'a mis en joie malgré moi. Appalant, j'ai regagné mon appartement, caressé mes chats, remarqué que l'icône de ma reine était rouge, un signe, l'espoir au fond de la jarre de Pandore. Je n'avais pas encore fini d'aimer. Je l'ai rangée en moi, belle et calme à jamais, et décidé de rester avec toi. Je voulais vivre encore, aimer encore, rester près de toi comme un chien fidèle, te suivre comme une ombre muette, te mâcher grain à grain en cachette pour un jour te ranger à ton tour dans ma collection d'amour. Merci. Tout va bien. On t'a réveillé. Désolée, Audrey. Alors là, on a eu du coup plusieurs voix. Donc il y a eu Gérard, il y a eu Cathy, puis il y a eu moi, et enfin il y a eu toi, Karen. Je voulais te demander, donc on a Michel Psellos, on a Zoé Porphyrogenette, on a Nicetas. Toi, où est-ce que tu es dans tous ces personnages? Sans les cerner, sans te cerner, mais où est-ce que tu es éparpillée, tu penses? Nicetas, c'est moi. C'est un peu bizarre, je sais de dire ça, mais c'est vraiment le personnage qui me ressemble le plus. Génial. Alors, ce que je voulais dire tout à l'heure, une fois que tu as eu présenté, Oui. j'ai pas voulu interrompre parce que c'était bien de partir dans la lecture, Oui. mais c'était ce que je voulais dire, c'est que cette voix, où je l'ai trouvée, je suis partie en résidence d'écriture dans un monastère, c'est pour ça que c'est un moine, et c'était un peu comme entendre une voix vraiment, c'est-à-dire que je l'ai vraiment entendu me parler. Très bien. Il était incarné, il avait Je sa sais voix pas, il aiguë, avait ouais. cette voix, enfin il y a vraiment une musique, je pense que vous l'entendez puisque vous êtes musicien, il a vraiment une manière de parler, c'est comme... oui, j'imagine que pour les comédiens c'est banal d'être habité par quelqu'un qui vous fait parler d'une autre manière. Nicetas, ça a vraiment été ça, la clé du roman et comment j'ai trouvé comment raconter. C'était une voix, quelque chose avec un rythme, avec... oui, un allant comme ça qui m'entraînait. Et voilà. C'était un flot à poursuivre finalement avec Oui, Gérard. il fallait plonger dedans. Et après, en fait, tout c'est comme un feu, tout faisait, tout arrivait dans sa manière de parler et le nourrissait. Mais c'était ça la grande trouvaille et la grande jubilation, c'était vraiment ce personnage. Et pour moi, c'était une libération
pour écrire, mais en plus ça disait des choses qui sont très profondément vraies pour moi. Alors c'est hyper bizarre, hein, je vois bien, mais Pas voilà. tellement. Nicetas. Il était où ce monastère? C'était à Saorge au-dessus de Nice. En fait c'est un monument historique, c'est un ancien monastère franciscain, mais maintenant voilà, il n'y a plus de moines et c'est une résidence d'auteur. On peut postuler. Ça, c'est chouette. Et est-ce que là, je sais que tu y es retournée il n'y a pas très longtemps. Alors j'y suis retournée il n'y a pas très longtemps et justement c'était très très bizarre parce que tout le décor du roman c'est là-bas. C'est-à-dire que c'est censé se passer en Bithynie, en Turquie, au-dessus de... je ne sais pas très bien où en fait. Pas à Istanbul, il y a une partie qui se passe là. D'ailleurs je suis aussi allée passer une semaine à l'Institut des études byzantines à Istanbul. C'est un bon prétexte pour aller passer une semaine là-bas et lire plein de choses de la bibliothèque. Mais retourner par exemple à l'île de Principos où Zoé a été exilée, donc j'y suis allée, c'est pareil, enfin, c'est pas le même bateau sans doute, mais ça n'a pas tellement changé. La citerne basilique, là, le dernier texte, ça existe, je sais pas si vous êtes déjà allé là-bas, si vous avez visité, on peut aller dans cette citerne qui est hallucinante, où il y a vraiment des carpes énormes partout, il y a une lumière très très bizarre. Il y a plein de traces encore de cette époque là-bas. Et puis alors après, pour répondre à ta question, à Saorge, c'est très particulier Saorge parce que c'est un petit village où il n'y a pas de voiture et ce monastère est assez haut dans la montagne, c'est assez majestueux. Donc par exemple, ça m'a frappé le premier matin de soleil, il y a cette phrase l'amour ce n'est pas, vous vous souvenez, c'est toi qui as lu ça, mais c'est la couvée abandonnée pour le chat sauvage en maraude, le clair soleil échevelé et ça c'est incroyable à Saorge parce qu'on est dans le noir, tout à coup il y a le soleil qui arrive, et poum, c'est comme un aveuglement, on ne peut plus ouvrir les yeux et puis c'est très beau, il y a ces bois de nuages, tout le décor. Et de là, du coup, j'étais en train d'écrire autre chose et c'était très très dur parce que j'étais dans le décor de ce livre-là. Oui, c'est ce que tu veux dire. Donc le lieu avait été très fort pour moi pour trouver Nicetas le personnage parce que quand on est auteur et qu'on est en résidence, on est dans une petite cellule. Donc il y a juste un lit, un bureau, c'est génial. Hein. C'est blanchi à la chaux, il y a des fresques, il y a fleurs, enfin c'est très, très charmant. Il y a un réfectoire peint, enfin il y a plein de choses qui sont dans le roman. Et donc c'était dur de se concentrer sur autre chose. Qu'est-ce qui comment tu as laissé de côté ces choses-là? Est-ce que ça a nourri aussi par écho ce nouveau travail que tu fais finalement? Est-ce que ça se retrouve un petit peu? En fait, je pense que le plus dur pour moi, parce que ce que j'ai de plus fort et de plus commun avec Nicetas, c'est le fait de ne pas savoir très bien qui je suis et d'être comme une éponge complètement, peut-être comme les comédiens aussi. Alors si je dis pénétrer, ça va être hyper sexuel, mais J'ai l'amour et l'extase. c'est ça. Mais d'être rempli d'autres que moi. Et en fait, ce que ça m'a donné d'aller à Saorge, c'est la confiance, parce que c'est vraiment un lieu qui a été très inspirant. Et là, c'était très bien parce que j'ai rencontré d'autres auteurs. Alors, il y avait un cinéaste, il y avait des romanciers. Et c'est très joyeux comme communauté, puisqu'on se retrouve pour manger. Il y a ce jardin avec 7 terrasses où il y a une association de jardiniers qui met les légumes à disposition, donc on cuisine. Donc c'est plus dans aller chercher la confiance et se dire que c'est pas bizarre de s'extraire du monde pour écrire, qui est quand même une drôle de chose, et en plus de laisser sa famille, de dire non mais je vais écrire là, voilà, juste pour retrouver cette confiance et l'urgence de ça, que de vraiment commencer le projet, parce que je sais qu'il y a des gens qui peuvent être dans un appartement et puis partir partout. Moi j'ai vraiment besoin, même si c'est que le background, enfin le décor, d'être dans les lieux, de vivre des choses. Enfin c'est un prétexte à être en contact avec des choses qui vont vraiment nourrir beaucoup. Je suis très très lente, donc il faut que ça infuse très longtemps. Voilà, cette histoire-là, donc je l'avais depuis 25 ans et je suis en train de travailler sur une histoire que j'ai depuis 20 ans aussi. Ça vient quoi. C'est le moment. Tout vient à point.
Mais c'est ça, mais c'est très chouette de se découvrir aussi en écriture, de trouver ton rythme, de voir ce qui vient te nourrir. Et c'est Virginia Woolf qui le dit très bien, dans une chambre à soi, c'est essentiel d'avoir cet espace, ce petit espace clos qui peut être en soi, ou qui peut être une chambre dans un monastère, ou qui peut être n'importe où, mais il y a ce besoin de venir et de sortir d'un flot quotidien, et de venir d'en faire une sorte de cabinet de curiosité pour venir grossir l'écriture, l'enrichir. Oui, mais après, tout le monde ne ouais. fonctionne pas comme ça, parce que je sais que j'ai un collègue de Kidam, Erwan Larère, lui, il écrit, j'étais dans un salon avec lui, il est tout le temps en train d'écrire, il écrit, voilà, c'est vraiment... il écrit au bistrot tout le temps, il y a plein de gens qui écrivent partout, au bistrot, ont des carnets, ça vient comme ça, pour eux, au contraire, ça se nourrit de ça. Moi, pas du tout, il faut vraiment du silence, beaucoup de temps, du calme. Mais c'est parfait du coup. Je sais ce pas, c'est cadre-là. comme ça, enfin, en tout cas. Enfin, ce cadre-là pour toi, c'est ça Ah oui, que je veux oui, dire. non, ça c'est super. Oui. Bah tant mieux, c'est génial. Et donc qu'est-ce qui est venu sur la trame que tu avais à Saorge, qu'est-ce qui est venu s'ajouter Est-ce que tu as fait d'autres voyages hors de Istanbul et Saorge Est-ce que tu arriverais à retrouver tous ces petits affluents, enfin pas d'un coup comme ça Pour ce livre-là, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres il y en a eu choses plein, qui oui. ouais. Il y a eu 2 voyages à Istanbul, de distance plusieurs années. Il y a eu une expo qui était il y a très longtemps en fait, au Grand Palais sur les trésors de Byzance. C'était des objets, il y a beaucoup d'objets dans le livre, des bijoux, donc ça m'avait fasciné. C'est pareil, j'ai un rapport à l'histoire comme ça, qui est fait avec des détails, des choses. Le fait qu'on vive à peu près les mêmes choses qu'au XIe siècle, voilà, c'est tout le temps... Ça me fascine. Donc oui, il y a eu des étapes comme ça. Il fallait surtout que je me détache des recherches que je faisais et arrêter d'être complètement obsédée par le fait de ne pas raconter de bêtises, parce qu'en fait on s'en fiche un peu. Et c'est très rigolo. Mais bien sûr, mais je sais pas pourquoi, pour moi c'était hyper important, je n'arrivais pas, mais ça a à voir avec la confiance, c'est tout. Et c'est comme par exemple le pitch un peu de mon éditeur pour vendre ce livre, parce qu'il faut vendre des livres, c'est de parler de Game of Thrones. Je ne sais pas si vous connaissez la série. Mais c'est évident qu'ils sont très très bien... c'est très fidèle, ils sont très, très renseignés, enfin c'est exactement la même ambiance, c'est pas mensonger du tout de dire ça, c'est voilà, les mains coupées, les têtes, cette violence, c'est ça, rendre nuque tous les membres de la famille pour l'empereur. C'est vraiment, c'est ça qu'on a mis, sexe, mensonge et trahison, sexe, je sais plus ce que c'était exactement, sexe, pouvoir et trahison. Et amour aussi, et art finalement. Je sais pas, mais il y a une espèce d'exubérance, en fait tout est là. Il faut trouver comment raconter son histoire, que ça soit un livre, un film, c'est très important de trouver le point de vue et de trouver la musique. Et comme c'est Byzance et que c'est quand même particulier, hein, c'est violent, voilà, elle a eu 3 maris cette femme, d'abord on l'a remisée pendant 50 ans au gynécée, après on va la chercher, pof, on la marie, alors son mari lui plaît pas, alors, l'assassine après un très jeune mari, enfin je ne l'ai pas inventé ça. Donc il fallait quand même trouver une manière de raconter ça. Et oui, c'est ça que je voulais dire aussi. Ce personnage-là, d'eunuques, les eunuques, il y en avait plein à Byzance, donc ça a du sens. C'était des personnages qui avaient accès à beaucoup de choses, et notamment au pouvoir, et aussi à l'intime, puisqu'ils étaient dans les chambres des empereurs. Donc ça m'intéressait. Et puis surtout, un eunuque, par définition, ça n'a pas de sexe. Il faut bien qu'il exulte d'une manière ou d'une autre. Et moi, ce qui m'intéressait, ce que j'ai voulu faire là en écriture, c'était vraiment que ça soit par les mots, qu'il y ait une espèce de gourmandise, mais plus que ça, un truc vraiment très très, plus que sensuel, un truc incarné dans le langage. Et donc j'ai énormément lu de poésie, qui s'est vraiment nourrie de plein... Moi il y a plein de choses que j'ai, des mots, des vers, donc c'est pour ça aussi que le titre c'est un vers tronqué de Nerval.
pour moi, c'est un roman lyrique et poétique. Et je l'ai bien entendu quand vous l'avez lu. C'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais j'ai entendu la poésie. Lyrique, moi c'est vraiment le mot qui m'est venu quand j'ai lu. Je l'ai pas lu en entier, hein, j'ai lu que les extraits qu'on a travaillés. Et c'est vraiment lyrique. Ouais. Et poétique, oui. Ça va, c'est pas trop rap. C'était ça le but. Donc c'est réussi pour ça. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui déborde et qui s'élève. Hein. C'est quelque chose qui sublime, quoi. Qui sublime tout ce qu'il a à l'intérieur, cette langue-là. C'est le véhicule. On a la sensation que c'est vraiment un véhicule très solaire, enfin, c'est un char de feu, cette langue-là. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça. C'est incendiaire, c'est beau, c'est souriant. Et tout ce qui est dur et violent est nourri de... C'est précieux, quoi. C'est enluminé. Il y a quelque chose de ça, je trouve. Je sais aussi que donc à Saorge, c'est un monastère franciscain, et Saint-François, le discours aux animaux, tout ça, c'est très présent. Il a une espèce, c'est pour ça qu'on dans la petite intro que tu as lue, il y a le terme moine panthéiste, parce que il y a une dimension religieuse, mais plutôt mystique d'ailleurs, mais vraiment une espèce de connivence, de connexion avec la nature, et c'est ça qui donne cette gaieté, cette légèreté. Cette ouverture aussi. Ouais. C'est... qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, mais c'est quelque chose qui se ressent vraiment. C'est vrai que nous, on l'a travaillé dans cet état d'esprit-là. Et ouais, c'est totalement ça. J'avais quelque chose qui m'était venu. C'est pas grave. Ce qui était rigolo, peut-être que ça va te revenir entre-temps, c'est que mon éditeur, donc Pascal Arnaud, quand il a travaillé, on a travaillé le texte pour le corriger un petit peu. Et il m'a dit l'exaltation à la fin, à la longue, ça lasse. Donc on a un peu... Il voulait garder, mais en même temps, il y avait trop de points d'exclamation, de petits points, de suspension. Il est complètement exalté, ce personnage. C'est un amoureux... C'est ça. Il est dans un truc religieux. Il voit un culte continu à l'impératrice. Et c'est vrai que... Oui, il est en train de raconter son histoire d'amour pour cette reine qui est morte depuis 5 ans, quand ça s'écrit, le livre, et en même temps, il fait une déclaration d'amour à ce Michel qui lui répond jamais. Voilà. C'est ça, mais les nuances, elles se sentent, et il y a des moments d'humour aussi, il y a des moments presque burlesques, quoi. Il y a des moments de... Oui, j'ai hésité à lire le petit passage où il bégaye, qui est rigolo, là. Ouais. Est-ce que tu voudrais le lire ? On peut finir avec ça. On peut finir, ouais, carrément. Ouais, je me souviens plus quand... Il est un peu après... Il est très court. Ouais, on t'écoute. Une autre voix de Mycétas. Je suis née du ventre de la Basilissa Zoé. Je suis née d'un pénible embarras. Le jour de mon baptême, je me souviens des festins pour mon culte princier. Ma même mère qui crie comme pieuse martyre, et moi qui vagis comme crapaud. Quand on voit mon petit visage rougi qui surgit, ô béatitude, viva, je suis né paré de porphyre et farci de vertu. Peu me chaud si la langue me fourche. Singe, lascif et chameau moucheté du sultan m'ont toujours bien mal occupé. Vierge, secoue, cours-moi, qui ne suis qu'une misérable chimère d'amour. Chimère d'amour, voilà. C'est vrai que c'est le mot de la fin, c'est un mot de la fin tout à propos. Bah ouais, on peut se laisser là-dessus. Je voudrais qu'on t'applaudisse encore une fois, parce que c'est vraiment très très beau. Oh, ça n'aime pas. Le chat n'aime pas les applaudissements. On n'a jamais applaudi encore. Mais en tout cas, nous on a hâte de lire tes prochains écrits. Voilà. Ça va prendre du temps, les gars. On va 25 ans Un livre qui dure 5 ans. C'est ça, mais voilà. Et ben on le temps. attendra de bien Ouais, faire. bien sûr.